Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. Au XIXe siècle, le grand écrivain Charles-Augustin Sainte-Beuve, qui connaissait la psychologie et la nature humaine, remarquait que chaque nouvelle génération pensait que le monde était né avec elle. Pourtant, ajoutait Sainte-Beuve, les hommes repassent par les mêmes chemins que ceux empruntés par leurs ancêtres. Même si nous avons l'habitude de dire un peu trivialement que l'histoire ne nous resserre pas les mêmes plats, les hommes n'évoluent guère d'un siècle à l'autre, ils ont ainsi les mêmes intérêts, ils cultivent aussi les mêmes passions, même si leur environnement change. D'où dans l'histoire, l'existence de permanences. Il existe un double écueil à refuser ces permanences. Le premier consisterait à dire, selon l'adage latin, « c'était mieux avant ». Le second à affirmer au contraire que l'existence était pire dans les temps anciens. Depuis le XIXe siècle, le Moyen-Âge fait partie de cette deuxième catégorie. Considéré comme un âge obscur, fait de violence, il est pourtant très actuel pour celui qui se donne la peine de l'étudier quelque peu. Le Moyen-Âge réfléchit sur la responsabilité des puissants dans le monde. Le Moyen-Âge évoque la place de l'étranger dans les sociétés. Le Moyen-Âge parle même des changements climatiques ou bien de l'éducation des générations futures. Ainsi, les liens entre notre époque contemporaine et le Moyen-Âge sont bien plus forts qu'on ne le croit. Storia Voce vous propose aujourd'hui de découvrir ces permanences, ces liens entre par exemple les Templiers et l'écologie, entre l'amour courtois et les séries télévisées que vous regardez sur Netflix, ou bien encore entre le développement de l'imprimerie et les tablettes Samsung ou Kindle. Bref, Storia Voce vous propose de réhabiliter le Moyen-Âge en montrant au fond sa modernité, avec humour, mais aussi, comme toujours, érudition. Pauline Guénin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne doctorante, vous travaillez à Paris 4, où vous enseignez en licence et vous venez de publier avec Florian Besson, Catherine Kikuchi et Annabelle Marin, un ouvrage qui est absolument remarquable et qui s'appelle Actuel Moyen-Âge et si la modernité était ailleurs, un ouvrage paru aux éditions Arquet. Alors cet ouvrage a une histoire, et cette histoire, vous allez nous la raconter puisque vous avez même créé un site internet lié à cet ouvrage. Oui, tout à fait. En fait, le livre donc qui est sorti en octobre dernier, grâce aux éditions Arquet, est adossé sur un blog qui fonctionne depuis maintenant 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on a lancé Actuel Moyen-Âge, c'est le même titre, et il a été lancé grâce à Non-Fiction, qui est un site important de diffusion des idées et qui a exactement la même ambition, ou plutôt notre ambition s'inscrivait dans celle de Non-Fiction, de prendre des idées universitaires et de les diffuser largement avec la volonté de relier ça à des questionnements actuels, des questionnements de tous les jours. Et donc l'idée de Actuel Moyen-Âge, c'est celle, donc il y a vraiment un titre qui est provoquant et volontairement provoquant, c'est celle de réhumaniser tous ces personnages du Moyen-Âge en les reliant à des préoccupations qui sont les nôtres. D'où souvent des titres assez provocateurs. Alors on discutait juste avant et on parlait du rapport avec les Pokémon, les sextoys, qui sont très mis en avant en effet dans la façon dont on présente le blog. Et l'idée c'est que quand on a ce type de mots sont associés à ça, eh bien des sentiments, donc soit de désir ou alors d'aversion ou alors d'énervement. Et l'idée est vraiment que ces sentiments nous permettent d'habiller et de projeter sur des personnages du Moyen-Âge qu'on essaye de présenter avec rigueur. Voilà, donc pour revenir plus précisément sur l'histoire du livre, c'est une histoire d'amitié. On est 4 doctorants, certains ont maintenant terminé leur thèse, mais on l'a lancé ensemble ce blog, on a été rejoints par d'autres personnes, et donc c'est beaucoup de temps qu'on a passé ensemble à élaborer des articles, à rire, à inventer des parallélismes et à finalement les faire fonctionner puisque le blog a vraiment bien fonctionné. Alors vous avez un autre point commun avec vos co-auteurs, c'est que vous avez travaillé sous la direction, et vous travaillez sous la direction d'une grande historienne, Elisabeth Crouzet-Pavant, et Elisabeth Crouzet-Pavant a souhaité préfacer votre ouvrage, ce qui est
une chose qu'on ne pouvait pas envisager il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, dans le monde universitaire actuel, c'est possible. Oui, alors en effet, Elisabeth Crouzet-Pavant, qui est spécialiste elle-même de l'Italie de la fin du Moyen-Âge et très précisément de Venise, c'est la grande spécialiste actuelle de Venise, dirige des thèses sur différents sujets. Et donc c'est à travers elle en fait qu'on a été réunis. C'est à travers sa façon de penser l'histoire qui fait une large place à l'histoire sociale. Qu'est-ce que ça a de nouveau que une grande professeure de Paris-Sorbonne préface ce livre? Je pense que ça montre la perception de différents professeurs, donc on la remercie très sincèrement, et en même temps la perception de ces professeurs du fait que le Moyen-Âge s'adresse au grand public en fait, et que ce Moyen-Âge a un vrai public à prendre, un vrai terrain à occuper par rapport à d'autres visions de l'histoire. Il faut dépoussiérer le Moyen-Âge. Oui, alors ça c'est un travail en progrès. Comment vous, je me permets de vous couper, comment vous êtes arrivé à vos études d'histoire médiévale? Quel a été l'élément qui vous a amené à vous dire je vais travailler sur l'histoire médiévale plutôt que sur l'histoire moderne ou bien sur l'histoire contemporaine? L'histoire médiévale en particulier, c'est parce que à l'origine j'étais linguiste, puis je suis devenue historienne par affection pour le Moyen-Âge en fait. C'est tout simplement la période qui me semblait la plus difficile à comprendre. Et pour moi, ça reste une période qui est plus difficile, il me semblait plus éloignée, parce que on nous enseigne largement l'histoire moderne et surtout contemporaine dans nos études secondaires, parce que le mythe de la République fait que l'histoire antique, surtout l'histoire romaine, en fait, nous semble plus proche par son vocabulaire. Et peut-être que vous serez d'accord avec moi là-dessus, l'histoire médiévale, en général, est l'histoire qui nous semble la plus ardue, quelque part, la plus lointaine. Inaccessible, de nos concepts. Donc c'était une volonté de me confronter à quelque chose de plus difficile, en fait, peut-être. Alors, ce qui est important, c'est, et je pense que Storia Voce s'y attache, c'est de montrer qu'il n'y a pas de déterminisme. Ce que dit d'ailleurs Elisabeth Crouzet-Pavant, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de progressisme, même si il y a des évolutions technologiques qui rendent notre vie plus facile, ça ne veut pas dire que sur cette longue période qu'est le Moyen-Âge, puisqu'on parle alors on a parlé aussi d'Antiquité tardive, c'est un sujet que vous abordez, c'est-à-dire que le Moyen-Âge ne commencerait pas à la chute de l'Empire romain, mais bien plus tardivement. Donc ça aussi c'est un débat, mais il n'y a pas de déterminisme et de progressisme. En effet, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir dès qu'on se penche un peu en profondeur sur le Moyen-Âge, c'est que l'idée d'un progrès continu, qui est l'idée qui a été dominante, on va dire jusqu'au début du XXe siècle, donc les sociétés allaient progresser éternellement et ça allait continuer, elle est fausse dès qu'on se penche sur ce très long Moyen-Âge de 1000 ans, où on voit des ruptures, des moments d'évolution sociale forts et soudain suivis par des désordres, etc. Et on voit qu'on est plus dans un mouvement oscillatoire, en fait, d'un point de vue social. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, l'idée de progrès, elle est plus vraie. Là-dessus, j'aimerais votre avis aussi, mais il me semble que notre société, et surtout les plus jeunes, j'ai beaucoup d'amis qui enseignent dans le secondaire, on en parle, ne se perçoivent plus comme une société qui sort de la guerre, qui va vers plus de technologie et qui va vers plus de confort. Les théories du complot actuelles, c'est plus des théories qui tournent autour de la fin du monde, et on a plus une forme de présentisme très fort actuellement. Donc je pense que le rapport au Moyen-Âge aujourd'hui, dans donc les premières décennies du XXIe siècle, ne sont plus les rapports au Moyen-Âge des années 80-90. Donc il y a une évolution, de notre perception du Moyen-Âge. Tout à fait. En fait, je pense que dans les années 80-90, on pouvait utiliser le Moyen-Âge pour revenir sur cette idée de progression complète, pour montrer qu'il y avait des oscillations. Et ce qu'on essaye de faire avec le Moyen-Âge dans ce livre, et plus largement dans le blog, donc avec Actuel Moyen-Âge, c'est de montrer qu'à certains moments, des sociétés, des acteurs peuvent se saisir de certaines conditions. En fait, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il y a vraiment... ça a été bien résumé dans un ouvrage qui s'appelle Médiéval et militant, qui montre qu'on est en train de passer d'un Moyen-Âge des racines, où on cherche notre identité, à un Moyen-Âge des routes, où on cherche tout simplement différentes possibilités, parmi lesquelles il existe un choix. Alors, et je reste sur la préface d'Elisabeth Crouzet-Pavant, elle le dit bien, je me permets de la citer
la citer, qu'il suffise par exemple de dire que les historiens qui défendent la thèse d'une croissance économique médiévale décrivent avec ce qu'ils nomment la révolution économique médiévale un monde enthousiasmant d'innovation et d'émulation, de gains de production et d'utilisation de l'énergie, alors aurait commencé à opérer le processus qui allait suivre, et en dépit des objections selon lesquelles c'est au XIXe siècle seulement qu'intervint la grande divergence permis à l'Europe de s'imposer au temps du grand désenglavement du monde. C'est une citation un peu longue, mais qui montre au fond que nous ne vivons pas dans le monde médiéval n'est pas un monde figé. Oui, exactement. En plus, cette citation, elle est importante d'Elisabeth Crouzet-Pavant, parce que le débat de la grande divergence, c'est aussi le débat de quand est-ce que l'Occident, à un moment, se donnerait les moyens de conquérir le monde, etc. Et en repassant par le Moyen-Âge, on crée plus de profondeur, il me semble, et on crée en même temps différentes divergences possibles. On voit qu'il n'y a pas du tout un seul facteur qui déterminerait des formes de puissance ou de destruction à certains moments. Toujours sur cette préface, ce qui nous avait beaucoup plu aussi dans la préface que faisait Elisabeth Crouzet-Pavant, c'est qu'elle montre l'importance en fait pour le grand public de d'autres rapports au Moyen-Âge, de rapports un peu peut-être moins universitaires. J'ai envie d'utiliser le mot de décomplexé aussi au Moyen-Âge. Donc elle dit à un moment qu'elle ne regarde pas la série Game of Thrones, et qu'elle s'en excuse d'ailleurs dans ce passage-là. Et elle dit qu'elle a remarqué l'importance de cette série pour le regard que les gens portaient sur son métier. Et donc on n'est pas dans une série, on est vraiment dans un ouvrage qui a pour vocation d'être ludique, mais qui est un ouvrage d'histoire. Et je pense que en fait, elle montre bien que différents terrains vont être possibles pour développer d'autres formes d'histoire. Dans votre introduction, vous utilisez une expression, vous refusez, ou en tous les cas, vous nuancez l'idée de l'histoire dite généalogique. Je vous cite: les pages qui suivent visent à rapprocher l'hier et l'aujourd'hui, et l'on aurait trop vite fait de croire que ce rapprochement est généalogique. Et vous préférez, plus loin, vous écrivez: cependant, l'histoire ne se déroule pas avec la linéarité d'un arbre généalogique, mais plutôt dans les détours tortueux d'un rhizome. Oui, alors le rhizome, je pense que c'est une allusion à Deleuze ici. C'est l'idée que, en fait, à travers le refus de cette généalogie, c'est vraiment le refus du Moyen-Âge des origines de Marc Bloch. On en revient toujours là. Et donc, c'est le refus d'une voie linéaire qui mènerait du Moyen-Âge à maintenant, du coup, de maintenant à ce qui suivrait. Donc, en fait, c'est le refus de chercher dans le Moyen-Âge ce qui doit être. Alors que le rhizome, c'est cette belle image de Deleuze qui a été reprise dans plein de sciences sociales. C'est au contraire, ça marche bien en plus pour des blogs et pour des éléments qui se servent d'Internet. C'est quelque chose de vivant, qui n'est pas centré, donc il est vivant dans toutes ses parties, tous ses membres, et dont la progression va être aléatoire. Donc un rhizome, ça progresse c'est souvent sous l'eau ou sous terre, et ça peut se développer dans plusieurs directions. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une part de subjectivité, pour vous titiller un peu, à essayer de rapprocher le présent et le passé? On dit souvent que les analogies ont leurs limites. Oui, bien sûr. Alors, j'irai même plus loin, vous voulez titiller un peu, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de provocateur. Et beaucoup de titres sont provocateurs, avec cette espèce de jeu où on sait qu'un titre qui parle de grève attirera plus qu'un titre qui parle de rébellion de chevaliers, quoique les rébellions de chevaliers ont un certain succès. Et donc, par là, donc il y a vraiment l'idée d'occuper un terrain, mais en même temps, intellectuellement, je pense que ça fonctionne parce que ça permet de débloquer, en fait, de faire une histoire qui soit moins érudite, où on comprend que les problèmes des gens sont nos problèmes, en fait. Ou alors, justement, sont vraiment très différents de nos problèmes, parce que certaines fois, les comparaisons marchent, et certaines fois, dans les articles, on le montre, on tente une comparaison, et puis ça marche plus. Ça ne marche pas, ouais. C'est plus la même chose. Donc, c'est essayer de se projeter un peu sur les paysages mentaux des gens de l'époque, pour voir ce qui est resté et ce qui a changé. Est-ce que l'histoire est là pour apporter des leçons? Pratiquement, dans votre question, c'est le mot leçon plus que le mot histoire sur lequel je bloquerais. Il y a alors, ça a été beaucoup utilisé, notamment Patrick Boucheron, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, rappelait l'importance du livre de Bourdieu, La leçon sur la leçon. Vous savez, c'est tout le travail de Bourdieu qui consiste à démonter en fait ce qu'il y a derrière l'autorité universitaire en tant que leçon qui viendrait se poser et qui viendrait en fait du haut vers le bas hiérarchiquement donner des enseignements. Et donc quand on demande est-ce que l'histoire a des leçons à donner, je pense que
l'histoire doit être disponible. L'idée, c'est de la rendre disponible. Et après, si on a envie d'y chercher des leçons, alors elles sont là. Mais tant qu'on n'a pas envie d'y chercher des leçons, ça fonctionne pas vraiment. Il y a des constantes. Oui, alors c'est plus des enseignements de l'histoire en fait, je dirais. On voit qu'il y a certaines tentatives qui sont essayées à des époques et que ça marche pas. On voit que les évolutions démographiques sont un facteur important de modification, etc., etc. Mais donc on cherche plus des enseignements que des leçons. L'idée c'est que l'historien n'a pas de leçons à donner en fait. On n'est pas dans une position hiérarchique et quoi que ce soit. On a plus à apporter un savoir dans différents domaines, il me semble. Le mot actuel, Moyen-Âge, le mot actuel est très important parce que on ne connaît pas le sens du mot actuel. Et vous rappelez la racine du terme actualité, vous dites qu'il vient du latin médiéval actualitas, qui désigne une force opérante. On est vraiment dans une force active et on est dans un monde actif. Oui, alors c'est toujours bien, rappeler le latin, ça a toujours ce chic que soudain on a l'impression que c'est la vraie version qu'on a donnée, c'est le vrai sens, parce que c'est le sens originel. C'est ce qu'on aimerait montrer en fait. On aimerait montrer ça, que certains acteurs à certains moments peuvent faire basculer les choses, etc. Qu'il y a différentes possibilités. Néanmoins, il me semble que dans ce mot actif, il faut aussi comprendre que l'acteur, c'est parfois moins une personne, un individu. On est dans des sociétés qui pensent vraiment en termes d'individus aujourd'hui, je veux dire au XXIe siècle, que parfois des grands mouvements d'acteurs sur un temps plus long. Et donc on veut à la fois donner cette liberté, cette possibilité, l'idée qu'on peut choisir à chaque moment, et en même temps rappeler que certains mouvements en fait impliquent des mises en commun d'acteurs, que ce soit les villes, que ce soit une catégorie sociale, que ce soit une religion, etc. Que ça joue à différents niveaux en fait. Donc voilà, dans cette question d'acteurs. Alors vous vous êtes répartis bien évidemment le travail entre les 4 historiens et donc je vais commencer par la fin parce que vous avez contribué notamment et principalement à la question de l'écologie. Ouais. Et c'est assez fascinant parce que on n'imagine pas que l'écologie soit une préoccupation à cette époque. Or la relation de l'homme avec son milieu fait partie intégrante de la réflexion des gens du Moyen-Âge. Oui, alors en effet, moi j'ai beaucoup écrit dans l'écologie, comme ça je suis l'écologiste du groupe avec Florian Besson, je crois, qui avait écrit dans ce chapitre. Et en effet, l'écologie, donc pas au sens d'écologie politique qu'il est en train de prendre aujourd'hui par nécessité, mais au sens de rapport avec la nature de l'homme et donc insertion de l'homme dans la nature, c'est quelque chose qui est propre à toute société et qui est particulièrement propre au Moyen-Âge, surtout avant le XIIe, XIIIe siècle, quand les sociétés, et d'ailleurs après encore, quand les sociétés sont essentiellement rurales et où les sociétés ont besoin pour leur subsistance d'un rapport à la nature qui est constant en fait. Il n'y a pas de décrochage possible. Ouais. Mais à l'intérieur de ce long Moyen-Âge donc écologique, il y a vraiment différentes périodes. On sait très bien aujourd'hui que le haut Moyen-Âge a correspondu sans doute à une chute démographique, la fin de l'Empire romain, qu'on a du mal à estimer. Et ensuite, il y aura une remontée démographique qui commence lentement à partir du 9e, 10e, 11e siècle, jusqu'à arriver en Europe occidentale, vraiment pour l'Occident, à ce qu'on appelle un monde plein avec des maxima démographiques juste avant la peste noire, mi-14e siècle. Et donc et après la peste noire, tout ça va se débloquer parce qu'il y aura évidemment une chute de 1/3 ou plus de la population. Et donc le rapport à l'environnement, on le voit vraiment du 10e au 14e siècle, se modifie. C'est le moment où les sources commencent à se multiplier, etc. Donc on peut tracer ça. Parce que on défriche, on cultive de plus en plus, les hommes à nourrir sont plus nombreux, et donc on se pose des questions sur comment organiser les choses, où est-ce qu'on a le droit de mettre les moulins, est-ce qu'on a le droit d'utiliser tous les cours d'eau, ou est-ce qu'il va falloir se les répartir. En fait, les hommes qui sont de plus en plus nombreux apprennent à se répartir cette nature. Donc oui, il y a vraiment eu un Moyen-Âge de l'écologie avec, c'est toujours pareil, pas des leçons, mais des enseignements plus. J'ai beaucoup apprécié, alors ce n'est pas vous qui l'avez écrit, mais le tout premier chapitre, D'où vient la mer ? Et c'est une réflexion sur Al-Masoudi, qui est un géographe arabe, célèbre géographe arabe, qui développe une réflexion sur l'origine de l'eau absolument fascinante.
Oui, et donc il y a plusieurs textes comme ça dans la continuité des travaux abbassides qui existent. Mais dans ce texte-là, Al-Masoudi a plusieurs hypothèses en fait sur l'origine de l'eau et lui-même a du mal à trancher. Et c'est assez fascinant parce qu'à un moment, il imagine que l'eau de mer qui est salée pourrait être en fait une eau qui aurait été digérée par la terre et qui finirait par avoir conservé les éléments sucrés et l'eau finirait par être salée. Et c'est assez fascinant parce qu'il montre qu'il pense déjà la Terre avec une vision organique, comme si la Terre était quelque chose de vivant. Et en fait, ça c'est quelque chose auquel les écologistes aujourd'hui sont en train de revenir progressivement. Ouais. Donc on voit un télescopage ici de pensée. Alors vous avez aussi travaillé sur... alors là, ce n'est pas le monde de l'écologie, mais c'est la place de la ville et la relation avec son environnement, ce que vous appelez Venise ou la ville pour tous. C'est un chapitre qui nous montre que la ville médiévale, eh bien, peut nous apprendre 2 ou 3 choses. Et oui, parce que donc les villes du Moyen-Âge sont beaucoup plus petites que les nôtres. Là, on travaille sur Venise. Ce sera un maximum de 100 000 habitants. Et c'est déjà énorme. Voilà, c'est ça. Ouais. Pour l'Occident, à l'époque, c'est énorme. On arrivera à 1 million à Bagdad, mais c'est pas la même aire géographique, etc. Et donc, c'est toujours pareil. C'est des enseignements. On peut pas caler nos modes de fonctionnement urbains sur des modes de fonctionnement qui concernent 10 à 100 fois moins de personnes. Mais on voit que se posent des questions, des réflexions qui sont en fait les nôtres. Et dans Venise, qui est vraiment une ville surpeuplée parce que vivant sur des lagons, eh bien c'est la question de l'espace. C'est qu'est-ce qu'on va faire, qui a le droit de circuler dans les routes, etc. Donc évidemment, toujours pareil, dans l'idée de chercher des éléments du passé qui peuvent nous parler. J'avais parlé de l'utilisation des chevaux dans les rues de Venise. Donc, c'est vraiment le grand moment de la chevalerie médiévale. Le cheval, ça fait partie de l'identité des nobles. Et à Venise, qui est vraiment une république nobiliaire, il y a des patriciens bien sûr, on va finir progressivement, à coup d'interdit, à interdire l'utilisation du cheval dans les rues. Parce que c'est trop serré, il n'y a pas de place. Et donc, cette distinction sociale, en fait, finit par être interdite. Il y aurait plein de bémols et de nuances à apporter, mais je trouvais que c'était intéressant parce que évidemment, on voit bien comment ça tire vers des réflexions qu'on a aujourd'hui encore. Il y a une autre réflexion sur, je vais me permettre de vous citer, AMAP, agriculture urbaine, permaculture, les bobos ne savent plus quoi inventer pour manger du chou. Et ce que vous disiez un peu en introduction de l'émission, c'est que il y a une sorte de retour d'intérêt pour le passé et une volonté de revenir à une forme d'authenticité, de proximité. On préfère cultiver ses légumes plutôt que de les acheter au supermarché. Et vous décrivez en fait le fait que dans les villes, c'est le cas. Dans les villes médiévales, c'est le cas. Oui, alors quand je dis bobos, d'abord je tiens à dire que je lis avec beaucoup d'amour pour les bobos. Je considère être vraiment une des reines des bobos de Paris. Donc je mange beaucoup de choux. Alors en effet, aujourd'hui on commence à vraiment s'intéresser plus à des formes de consommation locale parce qu'on sait maintenant ce que les pesticides impliquent, on sait que les circuits courts vont changer aussi certaines choses, c'est 2 problèmes séparés bien sûr. Et ça fonctionne au Moyen-Âge, mais ce qui est intéressant c'est que ça fonctionne au Moyen-Âge par nécessité. En fait, au Moyen-Âge, on est obligé de cultiver un peu pour avoir un apport supplémentaire. Les villes ne peuvent pas être autosubsistantes, c'est pas possible, c'est pas du tout le but. Mais parce que il peut y avoir des moments de cherté, ou alors les périodes de soudure entre 2 récoltes peuvent poser problème à une partie de la population. Dès qu'on le peut, dès qu'on a des espaces interstitiels urbains, il y en a beaucoup à cette époque-là, on va cultiver un peu, avoir une petite basse-cour éventuellement. On sait que dans certaines villes, il y a des pieds de vigne, par exemple, même assez loin au nord, parce que tout simplement, il fait plus chaud jusqu'au XIVe siècle. Donc jusqu'à l'Angleterre, on peut avoir un peu de pieds de vigne. Donc tout ce genre d'apport. Après, bien sûr, ça correspondra à un complément alimentaire par rapport essentiellement aux céréales. Parce qu'on est dans des sociétés des céréales. Et ce qui a changé aujourd'hui, c'est que maintenant, c'est vraiment pas un apport. C'est-à-dire que plutôt, c'est pas une nécessité, c'est plus perçu comme un loisir ou alors une tendance politique d'avoir ce type de culture urbaine. Il y a vraiment eu un passage de l'un à l'autre, quoi. Est-ce que le Moyen-Âge ne nous apprend pas, alors que nous vivons dans des sociétés hyper individualisées, voire individualistes, à réinventer ou redécouvrir les solidarités et les communautés?
Alors ça, c'est vraiment une image qui est souvent projetée sur le Moyen-Âge, en effet. Donc, dans toutes les formes de médiévalisme qui existent aujourd'hui, on sait que le Moyen-Âge peut porter en lui différentes tendances politiques. Et donc, de même pour le dire très vite, de même qu'il y a un Moyen-Âge aujourd'hui identitaire qui existe, il y a aussi un Moyen-Âge, toujours pareil, pour le dire très vite, mais de gauche qui existerait, avec l'idée d'aller vers plus de solidarité, plus d'attention aux communautés, plus d'attention aux autres. Toutes ces images projetant bien sûr des choses sur le Moyen-Âge. Je pense que c'est vrai, je pense que le Moyen-Âge a fonctionné beaucoup plus par solidarité, et plus qu'en fait un enseignement, si on le met dans une image générale, ça fonctionne avec ces solidarités, tout simplement parce que, comme dans toute société qui n'est pas une société d'abondance, la vie est plus dure. Et donc on a besoin, c'est vraiment quelque chose de mécanique en fait, on a besoin de familles plus étroitement liées parce qu'il va falloir s'occuper les uns des autres, on a besoin de confréries religieuses pour être enterrés en cas de problème, on a besoin de corporations, donc ces associations de métiers pour pouvoir se défendre en cas de concurrence, etc. Donc ça fonctionne à différentes échelles. Et tout ça aussi parce que l'État est moins présent en fait. Pour prendre l'exemple français, l'État va se fonder dans les derniers siècles du Moyen-Âge, c'est la grande idée de Contamine. C'est vraiment 14e, 15e siècle que l'État se développe. Et donc, en effet, vous avez vraiment raison, le Moyen-Âge fonctionne avec plus de solidarité. Et en même temps, l'idée, c'est de l'insérer dans un contexte politique général qui est que on a besoin de ces solidarités pour survivre au Moyen-Âge. Et ceux qui survivent le mieux, qui sont le plus adaptables, sont ceux qui sont inclus dans ces solidarités-là. Être isolé, c'est dangereux, en fait. Ce qui pose la question de la place de l'étranger, et vous en parlez dans vos descriptions des voyages, de la place du voyage. Sous-entendu, il y avait des gens qui voyageaient. Alors on voyageait moins vite, bien évidemment, qu'aujourd'hui, mais le voyage n'est pas inexistant. Oui, alors en effet, on sait aujourd'hui qu'ils apparaissent moins fortement dans les textes, mais certaines personnes se déplacent au Moyen-Âge. Ça peut aller du petit pèlerinage et on part quelques semaines à des grands voyages, et là on part en pèlerinage à Jérusalem et ça durera des mois. Et donc les voyages sont bien sûr dangereux, les routes sont dangereuses, etc. C'est coûteux. Et à ça s'associe l'idée de l'étranger dans le sens de statut social. En fait, dès qu'on a besoin de faire quelque chose au Moyen-Âge, on a besoin souvent d'appui. Donc qu'on veuille se marier, vendre une terre, être engagé dans une corporation, eh bien on a besoin que la réputation qu'on s'est forgée auparavant soit validée par certaines personnes. C'est l'équivalent de nos lettres de recommandation, mais évidemment comme un mécanisme social, simplement. Bon, et ben si on est étranger et qu'on arrive quelque part, on n'a pas du tout toutes ces recommandations. Et donc notre statut est tout de suite fragilisé. C'est vraiment l'analyse, c'est ce que Simona Ceruti, qui est historienne sur ces questions, appelle ça une condition d'incertitude. Et c'est vraiment la condition de l'étranger à l'époque. Et pourtant, le voyage, d'ailleurs, vous citez du Bellay, heureux qui communie, ça fait un beau voyage. Il y a une sorte de grandeur, de l'aventure. Voilà, le voyage plaît. Oui, en plus elle est belle cette phrase, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, elle est connue, elle est plaisante. Et la fin c'est, et qui est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Plein d'usage et raison. Me semble-t-il, de mémoire. Et donc vous avez raison, il y a vraiment on sent surtout chez certains jeunes qui décident de s'embarquer comme marins, ou certains qui décident de faire un 8e, 10e pèlerinage. Il y a des accros au pèlerinage au Moyen-Âge. On sent que cette fascination du voyage, elle fonctionne pour certains. Et en même temps, elle est toujours perçue comme un danger. Et donc, le texte du Bellay, il est beau parce qu'il montre qu'il y a un moment pour le voyage, ce serait la jeunesse, et ensuite, on est gentil et on rentre chez soi. Et on est plein d'usage et raison. Donc, il est très beau parce qu'il y a toute cette ambiguïté qui correspond à des différences sociales. Au Moyen-Âge comme aujourd'hui, j'imagine que tout le monde ne projette pas les mêmes envies dans les mêmes choses. Un autre chapitre très important, c'est religion et culture. Et d'emblée, vous rappelez que beaucoup de travaux récents, et c'est important de le dire, beaucoup de travaux récents ont complètement renouvelé notre compréhension du fait culturel au Moyen-Âge. On voyait le Moyen-Âge comme une période obscurantiste, or ce n'est pas le cas, c'est un monde qui est riche sur le plan culturel.
Oui, alors ça maintenant on le sait vraiment depuis les années 90. Je pense que c'est maintenant assez développé comme idée, à part évidemment quand vous croisez quelqu'un qui vous dit le Moyen-Âge, les rats, la boue, etc. Ça revient toujours. On sait maintenant bien sûr que le Moyen-Âge c'est l'invention des universités, avant ça le développement des écoles cathédrales, et même avant ça, si on remonte vers le Moyen-Âge, la préservation de bibliothèques tout de même relativement importantes. Donc je parle pour l'Occident, dans des monastères. Et ce qui a vraiment été nouveau, donc ce que vous dites, cette nouveauté des dernières années, c'est par exemple qu'on a travaillé sur la littératie, donc un anglicisme qui en fait signifierait la capacité à lire, qu'on décrocherait de la capacité à écrire, donc la capacité à déchiffrer des textes. Et bien maintenant, quand on essaye de travailler là-dessus avec de nouvelles sources, on voit qu'en fait des proportions toujours plus larges de la population par rapport à ce qu'on croyait sont sans doute capables de déchiffrer quelques lettres, des messages, etc. On va vraiment depuis 20 ans vers un élargissement progressif des pourcentages jusqu'à imaginer que peut-être 10, 20% de la population, selon les périodes, selon les endroits bien sûr, était capable de lire. Et ça change notre Moyen-Âge parce que ça devient un Moyen-Âge de culture, pas seulement de haute culture intellectuelle, mais peut-être aussi de culture qui concernait de plus larges parties. Alors avec l'humour que vous utilisez dans le livre, vous comparez un peu les textos avec une méthode d'écriture sur de l'écorce de bouleau. Et ce que vous dites là, c'est-à-dire qu'on est dans un monde, j'allais dire, on écrit la vie. Nous ne sommes pas dans... Alors bien sûr, il y a les magnifiques enluminures, il y a les beaux livres, mais à côté de cela, on sait écrire aussi la vie. Oui, alors je pense que vous parlez des grammotas, donc c'est ces textes en écorce de bouleau dans laquelle les gens ont gravé certains mots. Et alors je crois qu'on en cite un qui est Julienne épouse-moi, ou alors machin, sache que je serai en retard. Je suis tombé, me suis sali, s'il te plaît envoie-moi du linge propre. À mon beau-frère et à ma sœur, venez en ville, cela nous fera plaisir. Ou bien encore, ici tout le monde va bien, nous sommes en bonne santé. On est vraiment dans le trivial et dans la vie quotidienne. Et là, on entend vraiment pratiquement du texto, avec toute cette ambiguïté que gardons à l'esprit qu'on est historien du Moyen-Âge. Et donc, en fait, on tuerait pour un texto du XVe siècle, alors que certaines chroniques, on les a en plusieurs exemplaires et en fait, on les connaît. Et donc, assez paradoxalement, tout le travail, on va dire tous les textes les plus travaillés, les plus culturellement développés, etc., et ben, c'est ce qu'on connaît le mieux, parce que c'est ce qui a été préservé sur des parchemins coûteux, alors que la vie quotidienne des gens reste un grand mystère. Donc dès que des historiens tombent sur des grammotas, donc ces écorces, elles ont été préservées dans des conditions écologiques particulières, etc., soudain, on peut transformer un champ historiographique complet avec 200 morceaux d'écorce, en fait. Dans Les barbares en perdent leur latin, vous présentez une sorte de mutation. Je vais peut-être opérer un raccourci, allez-y. Vous me le pardonnerez, mais on a l'impression que d'un côté, il y a une forme d'utilitarisme dans la culture qui commence à s'imposer, ou dans la façon de transmettre un savoir, et puis de l'autre côté, il y a l'humanisme. Comme si, déjà au Moyen-Âge, on opposait d'une part la science, et notamment la science politique, et d'autre part la philosophie, ce qu'on appelle les humanités. Oui, alors ici, dans Les barbares en perdent leur latin, c'était vraiment un texte qui avait été écrit à un moment de réforme de l'éducation, en fait, précisément. Est-ce qu'on doit étudier ou pas les langues classiques dans le secondaire? Derrière ça, en fait, j'ai essayé de présenter des auteurs de vraiment ce que vous avez appelé en début d'émission l'Antiquité tardive, donc cette période qui a été nommée par Peter Brown, et dans laquelle on place, donc c'est entre la fin de l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge, donc on arrête de rompre ça en 476, chute de l'Empire romain d'Occident, donc la chute de Rome en fait, pour essayer de comprendre que certes, les structures politiques impériales se sont effondrées, mais toutes les structures culturelles, mentales, ou même les structures politiques locales, les diocèses, etc., ont pu se maintenir. Et donc en fait, plus qu'une chute impériale et puis une transformation complète immédiate, il y a eu un lent passage vers le Moyen-Âge, d'où le terme d'Antiquité tardive. Et donc dans ce texte, Les barbares en perdent leur latin, on essaye de voir comment des auteurs qui ont vraiment été éduqués dans un système romain chrétien, c'est la fin de l'Empire romain, mais romain, essayent de s'adresser à des rois qu'on appelle les rois barbares. Et donc c'est toute cette question de est-ce qu'on conserve cette haute culture humaniste, à quel moment elle se perd, etc. Bon, sachant que c'est un peu ambigu comme passage parce que il y a une vision très décliniste actuellement
qui s'applique à notre époque, et donc placer ça dans la fin de l'Empire romain, on sait très bien ce que ça peut porter comme message. Voilà. On partage les livres à l'époque médiévale? Je pense que vous faites allusion à un autre livre. Oui, on les partage, mais on les partage à partir d'une certaine époque, en fait. Bon, les livres, ça vaut très cher, hein, on le sait, il y a le parchemin, donc c'est de la peau de bête, il y a des heures de copie, des enluminures, et puis éventuellement, il y a de très belles couvertures, serties de pierres précieuses, etc., etc. Donc le livre, c'est littéralement un trésor, et parfois on le contemple plus qu'on ne le lit, ou alors on le thésaurise. Ça, c'est vrai jusqu'au moment où surtout au XIIe siècle et après au XIIIe siècle avec le développement des universités, on se met à copier plus, à lire plus, le nombre d'étudiants se développe et donc on doit avoir des copies, si vous voulez, de poches de livres. Alors je dis de poches pour exagérer, mais l'idée c'est que soudain on doit copier un livre en quelques semaines parce que c'est Pierre le Lombard, donc un théologien du XIIe siècle, et on en a besoin pour faire ses cours. À partir de là, on va commencer à prêter les livres. Et on va commencer à prêter les livres dans le cadre donc des monastères. Beaucoup, les monastères ont des bibliothèques et commencent à les prêter. Mais c'est toujours pareil, ça s'inscrit dans un contexte, un espèce de grand contexte économique où soudain il y a plus d'étudiants, donc les coûts vont chuter, et donc en fait paradoxalement on va se mettre à développer le savoir. Alors moi je croyais que le livre de poche avait été inventé par Artem Fayard au début du XXe siècle, mais pas du tout. C'est le Moyen-Âge qui a inventé ce qu'on appelle l'in octavo. Oui, alors là c'est même un petit peu plus tard, l'in octavo. Donc c'est octavo, on l'entend, hein, c'est le fait de plier la feuille en 8. C'est un autre moment, donc il y a une rupture 12e, 13e dans le rapport à l'écrit, etc., développement. Et là, c'est vraiment la rupture technologique, c'est l'arrivée de l'imprimerie, donc la découverte en Occident de l'imprimerie. On sait qu'il y a eu d'autres imprimeries ailleurs. Et donc, c'est le 15e siècle. Et soudain, on doit inventer de nouvelles façons de faire des livres. Donc, est-ce qu'on va copier ces nouveaux livres imprimés sur des livres faits à la main? Est-ce qu'on essaye de reproduire le même format? Ou est-ce qu'on invente de nouvelles formes? Et donc il y a l'in octavo, et l'in octavo c'est ces petits livres de poche qui va aussi avec de nouveaux usages, c'est-à-dire qu'on peut avoir un livre relativement dans la poche, dans une grande poche, hein, et soudain on a une heure de libre et on se met à lire. Et ça c'est vraiment très amusant parce que on l'entend aujourd'hui, hein, le fait que certains, alors on va dire certains peuvent critiquer le rapport nouveau de la lecture qui se fait sur des smartphones, des téléphones portables, des tablettes, en disant mais alors ces gens-là sortent leur téléphone, lisent 5 minutes, ferment et puis c'est terminé. Et en fait, on a eu les mêmes critiques au XVe siècle quand sont apparues d'autres formes de lecture, peut-être plus fluides et peut-être aussi plus diverses. Alors venons-en au pouvoir, au jeu de pouvoir, puisque c'est le terme que vous utilisez pour le chapitre. Là encore, le Moyen-Âge, c'est pas une époque fixe. Il y a des résistances, il y a des protestataires, des protestations, et aussi et surtout des contre-pouvoirs. Oui, je pense que vous parlez de l'article sur la grève des chevaliers. Entre autres. Celui-là, il avait bien marché sur Internet et tout. En plus, on l'avait lancé dans une période de grève. Donc évidemment, on sait que c'est cette forme de présentisme, hein. Soudain, les questions qui nous travaillent sont les questions qu'on croise dans les médias. Le Moyen-Âge, pour le dire de façon assez générale avant de rentrer dans les détails, connaît beaucoup de contre-pouvoirs, beaucoup plus peut-être encore qu'aujourd'hui. Tout simplement, hein, c'est toujours pareil, parce que les États, quand ils existent, sont moins forts ou les seigneuries sont moins fortes. Parce qu'on n'a pas encore une police extrêmement développée ou parce que le fonctionnement des impôts est encore parfois problématique, et les deux vont ensemble, hein, il faut payer cette police, etc. Eh bien, l'encadrement des populations n'est pas du tout aussi fort qu'aujourd'hui. En fait, paradoxalement, on pense toujours notre société actuelle comme une société de plus grande liberté. Oui, de plus grande liberté garantie par des institutions, etc. Mais aussi de plus grandes possibilités de contrôle. Une société technologique, c'est une société qui peut plus contrôler. Au Moyen-Âge, c'est moins le cas. Et donc, tout pouvoir se pense en permanence en balance. J'en viens à la grève. Donc, la grève, c'était Florian Besson qui racontait ça dans son article. Une grève, donc, des chevaliers croisés, hein, en Terre Sainte, contre le roi de Jérusalem. En fait, il leur demande ce qu'il lui doit. Hein. Il leur demande de participer à une guerre, donc c'est un service d'ost. Tout seigneur a le droit de demander à ses vassaux de venir participer à la guerre. Et ceux-ci estiment que cette année-là, ça s'est mal passé, ils ont déjà fait leur temps, etc., il y a quelques jours. Déjà un nombre de jours qui sont limités, et donc ils se mettent en grève. Ils n'utilisent pas le nom de grève, mais ils considèrent que ce qu'on leur demande est injuste, et donc ils n'ont pas à faire ce travail qui leur est dû. Et ça finit par fonctionner, en fait, ça finit par se débloquer. Donc, plus que
plus qu'une grève où là vraiment il y a un anachronisme et volontaire, on est vraiment dans une société où le pouvoir est plus fluide, sans doute. Vous montrez bien que il y a des limites au pouvoir et même aux excès de ce que vous appelez les excès d'une justice, et c'est là où intervient la grâce, l'idée de grâce. On parlait toujours des grâces présidentielles au moment de l'élection sur ceux qui commettaient des infractions au code de la route. Cette idée de grâce que l'on retrouve toujours dans l'actualité régulièrement, eh bien elle remonte au Moyen Âge et elle constitue une forme là encore de limite à un pouvoir judiciaire qui peut sembler trop sévère. En effet, ça, la grâce, c'est vraiment du pain béni quand on essaye de faire un actuel Moyen-Âge, parce que c'est vraiment le droit des présidents qu'ils héritent directement des monarques, et en particulier des monarques capétiens, dans ce cas précis. Parce que, et ça s'est mis en place pour ça, en fait, les monarques avaient le droit de gracier, sans doute parce que la justice à l'époque punit peu. Pour le dire vite, c'est difficile d'attraper les coupables, donc c'est toujours pareil, on contrôle moins les gens. Quand on en attrape, on les punit vraiment sévèrement. Et donc on a en tête cette justice très violente du Moyen-Âge, qui est qu'on punit pas beaucoup, mais la peine de mort intervient vite, etc. Et donc par rapport à ça, eh bien il y a la grâce royale, qui manifeste aussi la toute-puissance du roi sur la justice, qui va s'étendre dans d'autres territoires. Ce qui est intéressant, c'est que on comprend bien comment ça marche pour le Moyen-Âge. On est vraiment dans ces rapports de contre-pouvoir. Et donc, comment ça marche aujourd'hui ? Ça marche en fait dans les moments, il me semble, où on a l'impression que la justice a bien fait son travail, c'est-à-dire qu'elle a compris, selon le texte, ce qui devait être appliqué, et donc punir telle ou telle personne. Et là, soudain, on a l'idée de un humanisme, ou plus que la légalité, d'une légitimité qui fait que certaines personnes vont être graciées. Et donc toute la question, c'est est-ce on doit maintenir ou pas ce droit-là ? Moi, il me semble que oui, parce que c'est vraiment dans ces passages-là où on peut faire évoluer la justice. Il me semblait vraiment que c'était toutes les zones grises de la justice qui apparaissaient ici. Mais évidemment, ça heurte la justice. Et donc, je comprends tout à fait aussi que des voix s'élèvent, à chaque élection, c'est pareil, pour protester contre ce droit de grâce. Alors, vous rappelez aussi que la fonction publique est une invention du Moyen-Âge, et vous arrivez presque à me réconcilier avec le monde de la fonction publique, en expliquant que, au fond, s'il n'y a pas de fonction publique, eh bien, c'est le règne du privé, et que le privé, par définition, n'est pas contrôlé ou contrôlable. Oui, alors c'est dans la fonction publique, on va en entendre beaucoup parler en plus dans les temps qui viennent, on est vraiment dedans, etc. Donc vous connaissez mon avis, je devine le vôtre à ce que vous venez de dire, et d'un point de vue vraiment historique, ce qui est intéressant, c'est que on sait que la fonction publique, on sait que la fonction publique, ça se développe au même moment que l'État royal, en fait. Tout simplement, c'est les rois, tant qu'ils sont des seigneurs, s'appuient sur leurs vassaux. Donc à l'échelle d'un royaume de France étréci, à ce moment-là. Et à partir du moment où ils veulent se passer de l'appui des seigneurs, qui est dangereux, parce que le jour où un seigneur important refuse de l'aider, le pouvoir du roi dans son Île-de-France rabougrie, en fait, est tout de suite mis en jeu. Le roi a besoin de fonctionnaires. Donc à ce moment-là, on est au XIVe siècle, et c'est quelques centaines de personnes, c'est vraiment très peu. Et déjà, pourtant, les premières critiques se font entendre. Parce que c'est une catégorie sociale nouvelle, donc c'est pas les mêmes critiques qu'aujourd'hui qui vont jouer. C'est vraiment qu'au XIVe siècle apparaissent des gens qui sortent des universités, qui sont lettrés, qui ne sont pas tous nobles. Certains sont clercs, certains sont nobles, certains sont laïcs. Et ça choque, parce que c'est des gens qui soudain prennent ce pouvoir par rapport au seigneur. Aujourd'hui, les équilibres de force sont différents, mais oui, on sait en fait tout simplement que le pouvoir, il s'occupe, c'est pas parce qu'on le laisse que ça se passe mieux. Donc toute la question, c'est comment en fait chercher des équilibres à certaines périodes et qu'est-ce qu'on veut créer comme société. Voilà. Pauline Gana, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Je ne peux laisser nos auditeurs sans évoquer vos dernières pages. Ils sont pas vraiment une conclusion, mais qui vous abordez une thématique particulière et vous transposez en quelque sorte au Moyen-Âge pour essayer de comprendre quels étaient les rapports que les hommes du Moyen-Âge entretenaient avec leur passé. Oui, alors ce dernier article, on avait eu l'idée parce qu'on se demandait comment faire une conclusion, donc c'est très varié, on avait évoqué beaucoup de thèmes. Est-ce qu'on allait aller vers quelque chose de très conceptuel pour conceptualiser ce qu'on avait fait comme une vision nouvelle du Moyen-Âge, etc. Ou est-ce qu'on allait garder l'aspect narratif ? Et donc on a voulu raconter l'histoire
qui est celle du roi de France, donc Charles V, qui parle à l'empereur du Saint-Empire romain germanique et qui lui raconte lui-même en fait le passé de la guerre de 100 ans. Il lui dit voilà, la Guyenne était à la France depuis tant de temps et donc elle devrait rester à la France. Et ça nous semblait intéressant. Là-dessus, on pivotait sur le rapport des hommes au passé. Ça nous semblait intéressant parce qu'on voyait, c'est ce que François Hartog appelle des régimes d'historicité, hein, que chaque époque voit son passé d'une certaine façon et n'a pas le même rapport, comment dire, ne crée pas des catégories qui soient le présent, le futur, le passé, qui soient les mêmes que les nôtres, en fait. On n'est pas forcément dans ce rapport-là à chaque époque. Pour le Moyen-Âge, le passé, c'est vraiment quelque chose qui dégage de l'autorité. Dire autrefois ça se passait comme ça, c'est dire et ça devra le rester. Et par exemple, on l'entend bien dans le mot réforme. Alors je l'utilise à dessein parce qu'on entend vraiment beaucoup parler de réforme ces semaines-ci en particulier. Au Moyen-Âge, le mot réforme, vous l'entendez, ça vient de reformer, donc la réformatio, et c'est l'idée de revenir à la forme qu'il y avait avant. Et ça, c'est une bonne réforme pour les médiévaux. Ce qui est vraiment intéressant parce que c'est plus du tout notre conception de la réforme. Et là, on voit qu'il y a eu un basculement. Mais néanmoins, en tous les cas, c'est ce qu'on tire de votre ouvrage, il y a cette volonté de construire un avenir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que on veut revenir à la pureté des origines, notamment dans la réforme grégorienne, qu'on ne tient pas à construire un avenir. Oui, et je pense que pour beaucoup d'ailleurs, donc vous parlez de la réforme grégorienne, beaucoup de c'est Le Goff qui parle des intellectuels du Moyen-Âge de cette époque-là. Il y a aussi ils doivent le percevoir comme un jeu, j'en suis persuadée. C'est vraiment des gens extrêmement cultivés. Et il y a l'idée qu'à chaque instant, on doit trouver les arguments et trouver les bons passés qui vont permettre de faire des développements intellectuels, etc., ou des développements politiques. Donc oui, c'était l'idée du livre, mais de le faire sans pesanteur, en fait, vraiment en gardant un esprit de jeu et un esprit narratif. C'est tout à fait clair. Merci beaucoup, Pauline Guéna. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage. Vous y verrez bien d'autres richesses, bien d'autres choses absolument étonnantes. Nous n'avons pas parlé des robots médiévaux. Nous allons vivre bientôt la Coupe du Monde en Russie. Eh bien, vous parlez de la Coupe du Monde en 1314 qui n'aura pas lieu. Donc la relation avec le sport et avec les loisirs. Et il y a bien d'autres sujets, l'amour, la sexualité. Nous n'en avons pas parlé. Voilà. Donc actuel Moyen-Âge. Et si la modernité était ailleurs, paru chez Arché Éditions, donc un ouvrage écrit par Florian Besson, Pauline Guéna, Catherine Kikuchi et Annabelle Marin. Et je renvoie aussi nos auditeurs à votre site internet, tout attaché actuelmoyenage.wordpress.com, qui en fait continue ce travail visant à créer des liens. C'est très important de créer des liens entre notre époque et l'époque du Moyen-Âge. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt pour un nouveau numéro des Grands Entretiens.